Depuis la nuit des temps, les hommes ont tâché de dompter une incertitude angoissante, celle d'être jetés dans la misère par un malheur brusque ou par une déchéance physique progressive. L'accident, la maladie, la perte du travail, la vieillesse, la mort du soutien de famille. Montesquieu le dit, la liberté n'est pas autre chose que la sécurité de chaque citoyen et la conscience qu'il en a. La Révolution française, au temps de la Convention, a cristallisé les doctrines généreuses qui avaient été élaborées au temps des Lumières, en proclamant le devoir de la collectivité de secourir la misère et surtout de la prévenir. Dans son article 21, la Déclaration des droits de l'homme de 1793 déclare « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Ce texte, même s'il n'a jamais été vraiment appliqué, définit bien le projet qu'il revient à la République d'accomplir en matière de protection sociale. Jusque-là, les pauvres et les exclus avaient recours à la charité, prônée et pratiquée par le christianisme. La Révolution, pour sa part, veut remplacer la charité par la fraternité. Dans la pratique, l'esprit de fraternité a dû affronter un puissant mouvement qui travaillait en sens inverse, celui des révolutions industrielles qui, portées par le progrès scientifique et technique du XVIIIe au XXe siècle, ont transformé de fond en comble le monde occidental. Les enfants des paysans d'autrefois sont coupés de leur environnement séculaire pour être jetés dans un monde brutal, impitoyable, aggloméré et précipité. Le prolétariat urbain juxtapose ainsi des individus livrés au hasard des accidents et des maladies ou encore à la décision arbitraire d'un employeur. De fait, l'idée que l'État puisse protéger les travailleurs contre les brutalités du marché ne progresse que très lentement. Un décret de janvier 1813 avait interdit d'employer dans les mines les enfants de moins de 10 ans. Une loi de mars 1841 concerne leur travail dans les manufactures, usines et ateliers, et elle dispose: Les enfants, pour être admis, devront avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés plus de 8 heures sur 24. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés plus de 12 heures sur 24. Cette loi fut peu appliquée. En chacune de ces occurrences, les organisations patronales s'écrièrent qu'on allait les ruiner au profit de la concurrence étrangère. Dans ces conditions, le malheur profond ne peut être soulagé que par la charité individuelle. Celle-ci s'enracine dans toute la tradition chrétienne et elle s'incarne dans la pratique bourgeoise des bonnes œuvres fondée sur le libre arbitre de celui qui donne et la situation dominée de celui qui reçoit. À gauche, on y voit une manière de perpétuer en bonne conscience une hiérarchie sociale contraire aux principes de la République. Georges Clemenceau, médecin des pauvres à Montmartre dans les années 1870, député de l'extrême gauche radicale, écrit « Quand on donne aux pauvres, c'est de loin, au hasard, et ce qui est pire, en mettant la main sur eux, en les enrégimentant, en les asservissant à l'Église. Ce vice rédhibitoire est sans remède. La raison en est que la charité est instituée au profit de celui qui donne, bien plus que de celui qui reçoit. Il est méritoire de donner, non de recevoir. Voulez-vous gagner le ciel? Donnez, dit le confesseur.
Une soupe pour le loqueteux, le paradis pour le donateur. C'est comme ici-bas, pas assez pour l'un, trop pour l'autre. Le regard de la gauche est le même sur le paternalisme industriel que les patrons des principaux conglomérats développent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Exemple emblématique, la sidérurgie des Schneider au Creusot ou des Wendel en Lorraine. Les ouvriers et les employés y sont encadrés de la naissance à la mort, mieux payés qu'ailleurs, protégés contre beaucoup d'aléas, assurés que leurs enfants seront à leur tour embauchés en priorité. Moi, je crois, si vous voulez, que la société française a été extrêmement longtemps et est encore aujourd'hui inspirée par le modèle agricole. C'est-à-dire, en fait, le modèle latifondaire. Le propriétaire est au fond responsable de ceux qui, sur le territoire, contribuent à organiser la vie économique. Et donc, le modèle agricole, tout à fait clair, fermier, métayer ou exploitation directe, le propriétaire est chargé de faire en sorte que ça tourne. Il se préoccupe en effet des conditions sociales, parce que les gens qui sont là, comme on disait autrefois, ce sont mes gens. C'est vrai que le système de sécurité sociale puise ses racines dans le fait que les entrepreneurs avaient besoin de main-d'œuvre qui se reproduisent, qui soient en bonne santé et qui ne les emmerdent pas au moment où la vieillesse arrive. Il s'agissait de fixer de la main-d'œuvre, de la former, de la fidéliser. Et donc, on a pris les initiatives sociales de façon à ce que les salariés se trouvent dans l'entreprise dans une situation, je dirais, de relatif confort, de relative protection, les premiers systèmes de retraite, les systèmes de formation, les premiers systèmes d'assurance maladie par la mise à disposition d'ensembles hospitaliers et autres. Tout ceci s'est fait dans le patronat avancé, du Nord d'ailleurs et de l'Est de la France, sur la fin du 19e, et s'est développé beaucoup au XXe siècle. Au Creusot, les Schneider ont ainsi créé un hôpital pour leurs ouvriers, une pharmacie qui les fournit en médicaments, des logements qui leur sont octroyés et qu'ils pourront conserver même lorsqu'ils seront vieux. La ville entière est ainsi dédiée totalement à la sidérurgie. Pourtant, la contrepartie est lourde, un état de soumission professionnelle et psychologique que beaucoup éprouvent comme dégradant. Par exemple, les ouvrières sont licenciées 6 mois après leur mariage au motif qu'elles doivent attendre un enfant et se préparer à s'occuper à plein temps de leur progéniture. Dès lors que le patron prenait en charge, au-delà simplement de l'organisation du travail et du salaire, prenait en charge globalement la vie des ouvriers, eh bien la dépendance des salariés vis-à-vis des employeurs était quasi totale. C'était toute la vie qui était réglée. Je me souviens des images de mon enfance où le logement, il appartenait au patron. Une partie de l'assurance maladie, effectivement, appartenait aussi au patron. L'église appartenait au patron. C'est-à-dire que... Et l'école, le patron investissait. Donc, la dépendance du salarié, s'il sortait de ce système-là, c'était sortir d'un système social totalement. La réaction, ça a été l'organisation de mutuelles ouvrières contrôlées par les salariés eux-mêmes, qui étaient des formes de solidarité, à la fois des formes d'organisation de contestation et des formes de solidarité interne. Ça s'est développé à partir des années 1830. Il y a eu un mouvement spécifique qui revendiquait l'autonomie ouvrière, avec l'idée que la classe ouvrière n'était représentée par personne, qu'elle ne pouvait être représentée que par ses propres membres. Le paternalisme patronal d'un côté, le mutualisme ouvrier de l'autre, constituent les premières formes de protection sociale en cette fin du XIXe siècle. Elles ne concernent pourtant qu'une minorité de travailleurs, ceux qui appartiennent aux grandes industries. Quant aux autres, la majorité, rien n'est prévu pour eux. Dans le monde du bâtiment, par exemple, l'ambiance est très rude et il n'y a pas de sécurité organisée. La seule protection obligatoire imposée par la République
se fait notamment à travers la loi de 1898 sur les accidents du travail. Avant 1898, il fallait, pour que le salarié qui est victime d'un accident puisse bénéficier d'une réparation, d'une indemnisation, qu'il démontre la faute de l'employeur. Même si, dans la jurisprudence, on avait parfois essayé d'aménager ce principe, il fallait démontrer la faute, c'est le principe de base du droit civil. En 1898, on ferait une vraie rupture, parce qu'on dit que dès lors qu'il y a un accident qui survient du fait ou à l'occasion du travail, il a vocation à être indemnisé, sans que le salarié ait à démontrer la faute. Donc c'est une loi qui apaise qui résout un vrai problème social très important, puisque dès lors que dans une famille ouvrière il y avait un accident du travail, la famille était réduite, c'est clair, à la misère. Et puis c'est une loi qui essaie de faire un compromis entre les intérêts. Il faut que l'industrie se développe, l'industrie produit des accidents, et donc on indemnise sur la base du risque. C'est l'employeur qui indemnise et qui, pour cela, s'assure. Et c'est effectivement aussi la naissance des assurances et des techniques assurantielles qui permet la création de ce droit, de cette loi. Et c'est pour ça que les notions de sécurité sociale et d'assurance sont techniquement très, très liées. La France est alors en grand retard sur son voisin, son vainqueur de 1871, l'Allemagne. Dès les années 1880, en effet, le chancelier Bismarck a promu 3 lois fondamentales sur l'assurance maladie, les accidents du travail et enfin l'assurance invalidité et vieillesse. Nouveauté essentielle et de grand avenir, l'assurance est obligatoire, tandis que les travailleurs et les employeurs en sont les gestionnaires, sous la protection et avec l'encouragement de l'État. Bismarck a été beaucoup en avance sur la France et sur tous les autres pays. C'était en effet un conservateur, mais un conservateur éclairé, qui se rendait compte que si on voulait développer en Allemagne le capitalisme avec une certaine paix sociale, il fallait donner aux classes ouvrières des moyens de vivre et surtout une sécurité. Et c'est pourquoi, dès les années 1880, il a instauré une sécurité sociale que d'ailleurs nous avons retrouvée lorsque l'Alsace et la Lorraine est redevenue française. Et on s'est bien gardé de la changer. En France, il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que l'État avance sur la question sociale. 2 lois de 1928 et 1930 instituent enfin un régime d'assurance sociale obligatoire. Avec 3 limites pourtant. D'abord, ne sont concernés que les travailleurs dont le salaire est inférieur à un certain chiffre. D'autre part, le système ne touche que le salariat, c'est-à-dire une partie seulement de la population. Enfin, le financement de ces lois est fondé sur la capitalisation des cotisations et non pas sur la répartition. Il y a 2 systèmes de retraite possibles. Le système par répartition, où les cotisations d'aujourd'hui servent à payer les retraites d'aujourd'hui, et la capitalisation, où on demande des cotisations, on les fait fructifier sous forme d'épargne, et puis on bénéficie de cette épargne lorsque on accède à l'âge de la retraite. Fondamentalement, par la répartition, la question de l'équilibre entre les générations devient une question politique. C'est à la limite la collectivité qui décide quel effort les actifs vont consentir à un moment donné pour les retraités. C'est donc faire de cette question, la relation entre les actifs et les retraités, une question éminemment politique. À travers la capitalisation, c'est une autre manière de poser le problème, beaucoup moins politique, puisque c'est l'épargne de chaque génération qui va assurer sa retraite. Mais l'épargne constituée à la fin des années 20 part en fumée avec la grande crise de 1929, qui plonge une partie des travailleurs dans le chômage. Or, cette éventualité n'a pas été envisagée par les lois de 1928 et 1930. Il n'y a pas d'assurance chômage. Le Front populaire de 1936 n'inscrit pas cette préoccupation dans son programme. Il préfère jouer de la hausse des salaires, toute fragile qu'elle soit, et améliorer le sort du prolétariat dans son ensemble avec les congés payés et les conventions collectives. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le système de protection sociale conserve ainsi de graves lacunes.
Les prestations sont insuffisantes, leur développement anarchique. Une partie seulement de la population est concernée. Les dépenses de sécurité sociale ne représentent encore que 1% du produit intérieur brut. En 1941, il y a une déclaration commune de Roosevelt et de Churchill qui se donne comme objectif d'après-guerre de créer des systèmes de sécurité sociale. Donc c'est le programme de la résistance, mais c'est pas la résistance isolée. C'est vraiment un mouvement général chez les Alliés et dans les grandes démocraties américaines et anglaises de l'époque. Il y avait eu la prise de conscience que les problèmes sociaux en Allemagne avaient été à l'origine du désastre que les démocraties étaient en train de vivre. En gros, l'idée de la sécurité sociale, c'est aussi pour éviter la guerre. Un ministre travailliste de Churchill, Beveridge, rédige un rapport célèbre qui pose le principe de l'extension de la protection sociale à l'ensemble de la population britannique et à tous les risques majeurs. The report proposes, first, an all-in scheme of social insurance, providing for all citizens and their families all the cash benefits needed for security. The report proposes, second, a scheme of children's allowances to be paid both when the responsible parent is earning and when he is not earning. The report proposes, third, an all-in scheme of medical treatment of all kinds for all citizens. Ces thèses sont reprises en France par le Comité national de la résistance qui prévoit en mars 1944 un plan complet de sécurité sociale. Il se propose de garantir à toutes les couches de la population des revenus suffisants pour assurer leur subsistance individuelle et familiale en toutes circonstances. Pour la première fois est affirmée sans ambages une doctrine non seulement sociale mais politique. Il ne suffit plus de se borner à protéger contre le malheur, il faut procéder à une redistribution massive des richesses et réduire de la sorte les inégalités. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose « Tout être humain a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens corrects d'existence ». C'est Pierre Laroque qui est chargé de mettre en place le système. Il s'intéresse depuis longtemps à ces questions. Employé au ministère du Travail à Vichy en 1940, il en a été exclu comme juif. Il a rejoint Londres en avril 1943, puis il a été nommé en octobre 1944 directeur général des assurances sociales. Il déclare « C'est une révolution que nous voulons faire ». Son idée fondamentale, c'est que la sécurité sociale, c'est faire accéder les salariés à une vraie dignité en les protégeant contre les aléas de la vie et contre les risques de la vie. Il y a cette idée très forte de dignité. Pierre Laroque, c'est effectivement la capacité d'avoir su puiser dans un modèle étranger de quoi pouvoir l'adapter très rapidement en France. Et c'était le pari, je dirais, réussi des fondateurs de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur ce qui existait plutôt que de concevoir quelque chose qui parte de zéro. Fondamentalement, la sécurité sociale va s'organiser autour de trois risques, de trois branches. La protection contre la maladie, à l'origine fondamentalement pour que les salariés puissent avoir un salaire de substitution lorsqu'ils étaient malades. Deuxième risque majeur, c'est la vieillesse, le moment où on ne peut plus travailler, et à l'époque on partait à la retraite quand on ne pouvait vraiment plus travailler. Et puis une troisième branche qui n'est pas un risque, c'est la prise en charge des charges de famille, l'aide aux familles, avec à l'époque une volonté nataliste, il s'agissait de reconstruire la France. Et donc, tout ça, il faut le mettre en place, ça coûte énormément d'argent. Où va-t-on trouver l'argent? Eh bien, on décide au lendemain de la guerre de dire qu'on trouve l'argent sur les salariés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend une partie de ce qu'ils gagnent, c'est ce qu'on appelle la cotisation sociale, et qu'elle viendra financer tout ça. Et on demande à l'entreprise elle-même de faire la même chose. Et donc c'est une cotisation prise aux salariés et une cotisation prise à l'entreprise qui va venir financer tout ça. La loi de mai 1946 prévoit la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. Une caisse unique couvrirait tous les risques pour tous les assurés avec une cotisation unique. Mais il y a eu aussitôt
une rébellion en quelque sorte. Une rébellion des commerçants, une rébellion des artisans, une rébellion des professions libérales, qui ne voulaient à aucun prix que d'être englobés dans un système général. Ils pensaient que les commerçants, les artisans, les professions libérales étaient moins consommateurs de soins que les autres, parce que, mon Dieu, quand ils avaient un petit bobo, une grippe, quelque chose, bah, ils continuaient à travailler, il fallait bien. Ils ne pouvaient pas fermer leur commerce. Alors que, disait-il, les salariés, ils demandent des congés de convalescence à tire-larigot. Donc ils ne voulaient pas. Et ils ne voulaient tellement pas que les gouvernements d'alors, c'est-à-dire en 47-48, ont été obligés de céder. Si bien que le système de sécurité sociale que Larocque aurait voulu général et qui a établi, en fait, n'a été qu'un système de sécurité sociale pour les salariés. Il ne comprenait ni les agriculteurs, ni les commerçants, ni les artisans, ni les professions libérales. Le décret de juin 1946 énumère des dizaines de régimes spéciaux. SNCF, mines, EDF, inscrits maritimes, fonctionnaires, salariés agricoles. Les non-salariés échappent, eux, à la législation générale. La gestion est confiée non pas à une administration, comme dans le système de Beveridge, mais aux intéressés eux-mêmes, gouvernant des organismes autonomes. Qui va gérer? Ceux auxquels on a pris l'argent. C'est-à-dire, en fait, ceux qui l'ont donné, les entreprises d'un côté, c'est-à-dire, en fait, les employeurs, et les représentants des salariés, c'est-à-dire les syndicats. Et donc, on met les syndicats et les employeurs en responsabilité parce que c'est d'eux que vient l'argent, et c'est à partir de cet argent qu'on va faire fonctionner le système de protection sociale. Le paritarisme dans la gestion des caisses, partagé entre les représentants du patronat et des syndicats, devait créer un esprit de coopération entre des classes sociales auparavant en conflit. Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale. Les élections prochaines consacreront le caractère propre du plan français de sécurité sociale, qui est de faire de la sécurité de chacun le fruit de l'effort conscient de la population entière, qui est d'être une grande œuvre humaine, une œuvre de démocratie sociale, une œuvre de fraternité. Donc, un idéalisme, une volonté de s'inspirer en effet d'un modèle non marxiste et de créer l'association de la solidarité et de l'efficacité avec la vision en effet d'un progrès que l'on croit à ce moment-là, auquel on croit, parce qu'on croit au progrès économique et on se dit on va en profiter pour faire en sorte qu'on protège la société contre les risques de la vie. Je trouve que c'est beau et je trouve que ça a d'ailleurs assez formidablement marché. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit un vieil adage. Les statistiques, elles, prouvent qu'à Paris, une personne sur 10, qui est peut-être ce Parisien anonyme, est atteinte d'une affection qu'elle ignore. C'est à lui, plus spécialement, que par l'intermédiaire du courrier quotidien, la sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens, gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens, ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Parisiens, ne négligez pas cette facilité au risque de compromettre votre santé. Prévenir, c'est guérir. Plus que jamais, cet adage est d'actualité. En 1946, la protection contre la maladie ne profite qu'à 53% des Français. Le principe de l'universalité est posé, mais en pratique, on en est encore loin. L'histoire de la sécurité sociale, depuis lors, est celle d'un élargissement progressif à des catégories qui n'en bénéficiaient pas. La protection était initialement réduite aux salariés, à son conjoint et à sa famille. On l'étendra par exemple aux concubins. On va pendant très longtemps conserver un système résiduel où les personnes qui ne sont pas insérées professionnellement sont aidées pour cotiser à la sécurité sociale par un mécanisme d'action sociale. C'est les départements qui vont payer une cotisation pour les pauvres pour qu'ils aient une protection sociale. Et ces dépenses d'assurance maladie étaient essentiellement des dépenses de salaire. 70% presque des dépenses d'assurance maladie étaient des salaires. Petit à petit, avec les évolutions de la médecine, on a moins dépensé pour
compenser les salaires pour les gens qui étaient malades, et on a plus investi dans le médicament, dans l'hospitalisation, dans la recherche médicale et autre chose. La branche vieillesse de la sécurité sociale connaît elle aussi une lente évolution, avec, en 1956, l'institution d'un fonds national de solidarité qui assure le financement du minimum vieillesse. Toute personne de plus de 65 ans sera assurée désormais d'un montant minimal de ressources. Je crois d'abord qu'il faut se rappeler ce qu'a apporté la sécurité sociale aux personnes âgées. En 1970, ça ne fait pas très très longtemps, il y a 35 ans, il y avait 28% des personnes âgées qui étaient pauvres, qui vivaient en dessous du niveau pour pouvoir survivre. Il n'y en a plus que 3%. Et cela, c'est dû au système de retraite qui a été mis en place. Et donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, les Français sont si attachés à ce système de retraite. La troisième branche de la sécurité sociale, qui concerne les familles, est dès l'origine universelle, avec les caisses d'allocation familiale. Celles-ci ont été créées d'abord dans le souci de redresser la démographie du pays. De Gaulle demandait expressément de beaux bébés pour la France. C'est une politique qui a eu à l'origine une forte vocation nataliste, qu'il a toujours, mais elle a aussi une forte vocation redistributrice. C'est-à-dire qu'il y a plein de prestations qui sont sous condition de ressources, et c'est un élément de redistribution vers les familles les plus modestes, très très important dans notre pays. Et puis un élément important qui est géré par la branche famille, toutes les allocations de logement. Cette cité de cauchemar, c'est une rue de Paris ou d'ailleurs. Trop de ruisseaux, de terrains vagues servent de refuge aux enfants, hors les taudis où il leur a été donné de vivre. Trop d'enfants doivent encore errer la nuit pour permettre à leurs frères de dormir même parmi les rats et les immondices. Trop de maladies physiques et mentales, trop d'inadaptations sont nées de cette misère. Les premières victimes de ces conséquences, les plus nombreuses aussi, ce sont surtout les centaines de milliers de familles qui cherchent désespérément, mais souvent en vain, un logement décent. Ce n'est pas à la sécurité sociale qu'il appartient de résoudre la crise du logement. Cependant, à ce domaine aussi, elle consent des efforts importants. En 8 années, 25 milliards ont été investis en dehors de l'allocation logement pour aider ses adhérents. Subventionnant les offices et les sociétés d'HLM, elle intervient encore pour alléger la tâche des mères de famille, améliorer les foyers, encourager les gens à mieux vivre, en aidant par exemple à l'achat d'appareils ménagers. Ainsi, la sécurité sociale élargit son champ d'action. Mais le problème n'est pas pour autant résolu. Trop de cas se présentent, plus tragiques les uns que les autres. Toutefois, et c'est ce qui importe, la sécurité sociale a entrepris la lutte contre ce qui porte la plus grande atteinte à l'unité et au bonheur de la famille, l'absence d'un foyer digne de ce nom. Les logements mis en chantier ont atteint cette année 330 000 unités, près de 40 000 logements de plus qu'en 1957. Les crédits hospitaliers ont été multipliés par 6 depuis 1957, et ceux consacrés à la recherche médicale par 4. Non seulement nous avons continué la politique traditionnelle en matière d'allocation familiale, augmentée de 10% en 59, de 5% en 60, 6% en 61, mais nous réalisons pour 1962 un effort d'une ampleur qui n'avait jamais été réalisé en période de stabilité. Plus d'1 milliard de nouveaux francs pour l'ensemble des régimes et touchant toutes les prestations. Tout ceci se gérait, qui y a droit, dans quelles conditions, pour quelle période, combien rembourse-t-on, tout ça se délibérait entre les syndicats et les employeurs, avec des recettes qui étaient à l'équilibre avec ce que l'on devait donner aux uns et aux autres, et nous avions un système social français, sécurité sociale, qui fonctionnait, je dirais, dans l'idéal de ce qui avait été mis en place au lendemain de la libération. Tout ceci a basculé malheureusement vers les années 60-65, quand la pression de la volonté de couvrir plus et mieux contre les risques de la vie s'est heurtée à la limite du financement. Ces premières difficultés financières poussent l'État à réagir et en 1967, une grande réforme de la sécurité sociale est décidée. La loi instaure, pour une meilleure gestion, la séparation de la sécurité sociale en 3 branches autonomes, maladie, famille, vieillesse. Chaque branche sera responsable de ses ressources et de ses dépenses. Le gouvernement et moi-même, nous aurions bien préféré pouvoir ne rien changer.
Seulement, le fait est là. Cette année, 3 milliards de nouveaux francs de déficit. L'année prochaine, si on n'avait rien changé, 4 milliards, et ainsi de suite. Le redressement des comptes devra être favorisé aussi par une diminution du taux de remboursement des médicaments de 80 à 75%. Et les ordonnances ont été préparées en 4 mois, publiées fin août 67, et les organismes qu'elles créaient mis aussitôt en place. Autrement dit, ça n'a pas traîné. Le coup a été bien fait, n'est-ce pas? On a attendu qu'on soit en vacances, qu'on soit tranquille à longueur de journée, qu'on ne pense pas à tous ces problèmes, et puis d'un seul coup, patatrac. Que pensez-vous, monsieur, de la réforme de la sécurité sociale? Je pense que d'abord, on n'aurait pas dû y toucher, avec un laisser comme c'était. C'est toujours les vieux qui payent. Je pense que toucher à la sécurité sociale, dans la mesure où on vient de le faire, est un scandale. Avec l'allongement de l'espérance de vie, les progrès de la médecine, l'amélioration des retraites, la sécurité sociale n'arrive décidément pas à surmonter ses problèmes financiers. Déficit de la sécurité sociale en 1970, 1 milliard de francs. Dans 5 ans, ce déficit risque d'atteindre 10 milliards. En 1967, pourtant, on a voté des ordonnances pour résorber en partie ce déficit. Alors que s'est-il passé? Est-ce que les ordonnances ont échoué? Le problème, c'est que l'ensemble des prestations croît de 12% par an et que les ressources augmentent d'environ 6% par an. Il y a donc là une distorsion. Les 2 points qui gênent, qui contrarient le plus les syndicats sont la réduction du remboursement des médicaments dits de confort. Les médicaments jugés non indispensables, qui seront désormais remboursés à 40%, sont environ 800. Et dans leur majorité, il s'agit des fortifiants, des laxatifs. Et également la contribution du malade à son hospitalisation de l'ordre de 15 francs par jour. Hier, le président Giscard d'Estaing a déclaré en Conseil des ministres qu'il fallait assainir la gestion. Les Français ont toujours été des mangeurs de médicaments. La sécu aux travailleurs! Vers la fin des années 70, le chômage croissant vient aggraver la situation. En diminuant le nombre des actifs, il fait baisser les recettes tout en augmentant les dépenses. En 1945, le chômage n'apparaissait pas comme un risque majeur. Il n'avait donc pas été sérieusement pris en compte par les fondateurs de la sécurité sociale. Afin de combler cette lacune, sont donc créés en 1958 UNEDIC et ACEDIC par un accord paritaire. Le problème du financement de la protection sociale collective deviendra la question sociale la plus importante dans les années qui viennent. Or, on constate un déséquilibre entre le nombre de ceux qui versent et le nombre de ceux qui reçoivent des prestations. Alors la grande question qui va se trouver posée, quelle est la part du salaire que les gens accepteront d'économiser, je mets ça entre guillemets, pour se prémunir contre tous les aléas de l'existence, qu'il s'agisse de la maladie, de l'accident du travail, du chômage, de la vieillesse, etc., etc. En d'autres termes, ça va déboucher sur un choix fondamental, sur un choix de manière de vivre. Ce choix de société, c'est la gauche sous Mitterrand qui va le faire, en réaffirmant la solidarité de tous. Avec la contribution sociale généralisée, la CSG, votée en 1990 sous le gouvernement Rocard, l'État se tourne délibérément vers une fiscalisation du système. Ce ne sont plus seulement les cotisations salariales et patronales qui le financeront, mais l'ensemble des revenus. C'est un impôt supplémentaire et des impôts supplémentaires, on n'en veut plus, on en paye assez. Je vois au contraire converger, en n'osant à peine se regarder tant ils sont gênés de se trouver côte à côte, tous les conservatismes politiques ou syndicaux, de droite ou en principe de gauche. Petit à petit, on s'est dit que c'était plus obligatoirement au seul salaire de financer, hein, mais qu'il fallait que tous les revenus puissent financer, parce que tout le monde en avait droit. Les salariés, bien évidemment, les retraités, mais aussi les enfants, toute la population, y compris les exclus. Donc on est passé par une mesure qui était financée uniquement par les salariés, mais une mesure plus solidaire, parce qu'on a dit c'est tous les revenus qui le financent, y compris les revenus du capital,
donc ceux qui ont des actions, les revenus du patrimoine, ceux qui ont des appartements et qui les louent, de telle façon que toute la richesse gagnée dans notre pays puisse financer un système plus solidaire. La CSG de Rocard, oui, ça a été une originalité que n'aurait pas fait certainement un gouvernement de droite. Malgré les revenus assurés par la CSG, les difficultés financières de la sécurité sociale vont durer, poussant l'État à nouveau à réformer le régime. Là aussi, vous pensez qu'on peut arriver à un retour à l'équilibre en 2 ans? C'est pas qu'on peut y arriver, Monsieur Duhamel, c'est qu'on ne peut pas ne pas y arriver. Des plans de redressement de la sécurité sociale, passant par des efforts supplémentaires de tous ceux qui cotisent, on en a déjà eu beaucoup. Les plans, il y en a eu effectivement 17 ou 18. En 1996, la réforme Juppé donne une compétence nouvelle au Parlement qui décidera désormais du financement de la sécurité sociale. Pour la première fois depuis 1945, députés et sénateurs vont intervenir sur un terrain qui était jusqu'alors réservé aux seuls partenaires sociaux. Il y a eu une époque de complicité entre l'État, l'administration, les syndicats et le patronat, appuyé sur de la croissance et de l'inflation, et qui a permis de mettre en place un système qui chaque année donnait du plus. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle nous sommes dans une très très grande difficulté sociale aujourd'hui en France, c'est parce que les conditions ayant complètement changé, en réalité, nous ne pouvons plus donner du plus et que malheureusement, nous sommes obligés d'envisager collectivement, et ce n'est pas du tout à l'initiative du patronat, c'est la société française, est obligée d'envisager soit de gérer beaucoup plus efficacement, soit d'aller vers un peu de moins. Et c'est ce moins qui crée d'ailleurs, qui crée la crispation sociale française fondamentale. On n'a jamais conçu la politique sociale comme devant apporter du moins. Le système de protection sociale tel qu'il a été créé dans notre pays a été créé dans un système économique de plein emploi et de promotion sociale continue. C'est le fameux système des 30 glorieuses. D'où le fait qu'il était directement financé par le travail. Et qu'on n'a pas vu dans notre pays les changements des années 75 à 2000, où le travail à lui seul ne produisait pas suffisamment de richesse pour réduire les quelques inégalités qui existaient dans un système productif en constante évolution. Donc on a un système qui est adapté au plein emploi, qui est adapté à un système démographique où il y a plus de gens qui travaillent que de gens qui sont à la retraite. Quelles que soient les réformes engagées par l'État, le problème central demeure le nombre des actifs qui cotisent. Entre 1997 et 2001, les salariés en France ont augmenté de 2 millions et du coup, en 2001, le régime de la sécurité sociale s'est trouvé excédentaire pour la première fois depuis bien longtemps. En fait, le système ne peut bien fonctionner que s'il y a une forte croissance économique. La sécurité sociale est un acquis auquel les Français sont profondément attachés. Et en dépit de la complexité du système, ils mesurent bien le formidable progrès qu'il représente dans la longue durée. Depuis 1988, un revenu minimum d'insertion, le RMI, a remplacé l'aide sociale. Et en 2000, la couverture maladie universelle, la CMU, a été un progrès majeur, rejoignant une grande aspiration de 1945. Et pourtant, quels que soient les succès, la sécurité sociale n'est jamais parvenue totalement à éradiquer la misère. L'importance que prennent les réseaux de solidarité associatifs dans notre pays aujourd'hui montre que notre système, notre fameux modèle social n'est pas totalement performant. Et d'où mon étonnement à chaque fois quand l'on parle du maintien du modèle social français, un modèle social qui produit ou qui constate 10% de chômeurs, mais aussi des personnes en exclusion, où la solidarité caritative est obligée d'augmenter tous les ans, et un système qui fonctionne mal. Donc pour moi, c'est un échec pour une société moderne et une société quand même, un pays riche, c'est un vrai échec dans notre système de solidarité. La France, un des 6 pays les plus riches du monde, elle peut, par le nombre de ceux qui ne manquent pas du nécessaire, elle peut imposer aux élus, au gouvernement, ou bien de servir en premier les plus faibles avant tout. On répond à la pauvreté par la prison,
par l'hôpital psychiatrique et par l'urgence. Ces trois secteurs sont en crise. C'est-à-dire que les prisons seront surpeuplées, y compris de populations qui sont là parce qu'elles sont pauvres. Les hôpitaux psychiatriques sont surpeuplés de personnes qui sont à mi-chemin entre des questions d'inadaptation sociale et de problèmes de santé. Et la rue, l'hébergement d'urgence, est pleine de personnes dans lesquelles s'entremêlent des problèmes qui peuvent être des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de santé et éventuellement des problèmes de délinquance. L'objectif de la sécurité sociale, ça a été de prendre en charge l'exclusion, de lutter contre la grande misère. L'objectif de la sécurité sociale, c'est de donner des droits aux travailleurs. C'est des droits qui sont articulés autour du travail, et donc de personnes déjà insérées, et éviter que ces personnes perdent leur dignité lors des aléas de la vie. Et justement, c'est pour éviter que les travailleurs ne tombent dans l'assistance ou ne soient réduits au mécanisme du marché. Mais la grande misère, elle relève de l'action sociale, de l'aide sociale, ce qui est un autre pan de la politique sociale qui, lui, relève directement de l'État. Donc la sécurité sociale n'avait pas pour vocation première de combattre l'exclusion. Néanmoins, elle a fortement contribué à la réduire. Un exemple, les prestations familiales sont un élément de redistribution essentiel. Prestations familiales plus minima sociaux, ça permet de doubler le revenu des ménages du premier décile, c'est-à-dire des 10% des Français qui gagnent le moins. Enfin, l'assurance maladie est un mécanisme très très fortement redistributif, puisque chacun paye selon son revenu. Et on ne consomme pas selon son revenu. Quelqu'un qui gagne 10 fois le SMIC ne consomme pas 10 fois plus de soins que le SMICard. Donc c'est bien évidemment un mécanisme de redistribution des biens portants vers les malades, mais aussi des riches vers les pauvres, des célibataires vers les familles nombreuses et des jeunes vers les vieux. Les Américains consacrent aujourd'hui 12,5% de leur richesse nationale, du PIB, chaque année à la sécurité sociale. Nous, c'est 9,5%, donc moins. Et aux États-Unis, 45 millions d'Américains n'ont jamais accès aux soins, alors que, je le rappelle, chez nous, non seulement tout le monde a accès aux soins, mais les plus pauvres y ont accès gratuitement. Et que l'Organisation mondiale de la santé a rappelé à plusieurs reprises que nous avions le meilleur système de soins ici en France. Voilà. Donc le débat, il est majeur. Parce que c'est un débat profond sur l'accès à la santé, l'accès aux soins, ou bien un système à double vitesse où les riches s'assurent et les pauvres prient pour ne pas être malades, pour ne pas devenir vieux, ce qui est quand même un peu difficile, ou pour ne pas avoir d'enfants, ce qui est assez dramatique. Le système européen diffère du système, en effet, américain, mais il diffère encore beaucoup plus radicalement des systèmes de l'ensemble des pays émergents. Ou alors on n'a même pas le luxe de penser à la solidarité et on est entièrement sur l'efficacité. Et c'est ça le drame de la mondialisation. C'est que le système social européen, encore une fois, avec ses paramètres variés, en réalité est menacé par un monde qui, aspirant au développement économique, ne se soucie pas encore de solidarité et donc a une efficacité des coûts à partir du moment où il accède à la technologie qui sont évidemment ravageurs pour le système européen. Et c'est là où on touche d'ailleurs la nécessité stratégique d'avoir une gouvernance européenne, parce que si on veut défendre ou faire la promotion de notre modèle social, bien entendu, il faut s'organiser pour le faire avec une expression politique. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la collectivité citoyenne, c'est aussi cet espace de redistribution et de protection partagée. Ce qui nous constitue en tant que nation, c'est un espace de solidarité. Nos solidarités, c'est vrai qu'elles s'arrêtent aux frontières et c'est ça qui constitue la nation. Pour les uns, il faut maintenir les droits sociaux, quitte à augmenter les impôts. C'est une exigence de solidarité. La sécurité sociale doit être à tout prix préservée dans son intégralité.
Pour les autres, au contraire, il faut réduire ces droits sociaux et baisser les impôts. C'est une exigence de compétitivité. La sécurité sociale doit être sérieusement révisée. Plus que jamais, nous sommes confrontés à ce choix primordial qui concerne l'équilibre même de notre société.